Bonjour, je reviens vers vous pour répondre à des questions qui m'ont été posées par les personnes qui me suivent sur mon blog, parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, donc ça mérite que je m'y attarde un petit peu. Et comme je vous l'avais promis, je vais donc répondre à toutes les questions. Ça va durer peut-être plusieurs vidéos, mais je pense que ça sera un retour intéressant pour vous. Alors, je vais répondre à ces questions. La première, c'est le sous-effectif permanent et la petite maladie de certains agents. Bon, on sait tous que dans les entreprises privées ou les entreprises publiques, ce genre de problème est devenu une constante, malheureusement. Donc il y a des raisons à ça, et je vais essayer de les aborder de manière très claire avec vous. Alors, il y a deux choses dans cette phrase qui peuvent être interprétées de manière différente. Soit il y a un sous-effectif permanent qui provoque un surplus de travail, et vous demandez à vos collaborateurs de produire plus que leur propre capacité de travail, ce qui implique pour certains une incapacité à faire plus. Alors, cela est fréquent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise pour diverses raisons. Donc ça veut dire en fait que pour certains, on arrive à la saturation de leur capacité de travail. Alors ça, il faut l'intégrer parce que bien souvent, on demande la même chose à chacun, et je pense que là, c'est là où il y a le gros problème. Donc il faut imaginer une autre façon d'aborder ce problème-là. Donc on aura l'occasion de le voir dans le déroulement de la réponse à la question. Alors en fait, les raisons, j'en ai cité 5, il peut y en avoir d'autres. Il y a la pression de la hiérarchie. La hiérarchie est toujours sous pression parce que les effectifs sont pas à la hausse. Il y a toujours des objectifs plus importants. Qu'est-ce qu'elle fait la hiérarchie? Elle reporte la pression sur ses collaborateurs. Il y a aussi des objectifs qui sont irréalistes. Donc un objectif, on le verra, il faut qu'il soit réaliste, ambitieux mais réaliste. S'il est irréaliste, forcément, on va démotiver les gens. Il y a aussi de la mauvaise organisation, de la répartition illégale du travail. Il y en a qui ont beaucoup plus de travail que d'autres, etc. Et puis il y a aussi le management qui est bien souvent inefficace. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait être pour justement régler ce genre de problème. Alors les conséquences de ce dysfonctionnement, elles sont nombreuses et elles sont dévastatrices pour certaines entreprises. C'est la démotivation des salariés, l'agitation exagérée des managers qui courent dans tous les sens, qui mettent une pression quelquefois irrespectueuse vis-à-vis de leurs collaborateurs, la culpabilisation du manager et de ses collaborateurs, le manque d'engagement des salariés, un salarié qui est démotivé, il s'engagera de moins en moins, le mal-être dans l'entreprise, le climat social qui se dégrade, donc le climat social dégradé, les arrêts de travail fréquents et l'insatisfaction générale, clients ou patients si vous êtes dans un service de santé, les salariés et la direction. Quand il y a un mal-être, quand il y a des dysfonctionnements comme ce qu'on vient de voir, il y a forcément une vision du patient ou du client, du salarié, de la direction qui est négative. Tout le monde le ressent. Alors on rentre dans une spirale infernale si on ne fait rien. Donc il faut agir face à ce genre de situation. Alors ces conséquences sont dramatiques, elles nuisent à tout le monde et ne profitent à personne. On est dans une logique infernale, perdant-perdant. Alors ça, c'est vraiment un problème, hein, donc j'aurai l'occasion de vous le dire au cours des réponses là. Mais en fait, il faut toujours être dans une logique gagnant-gagnant. Si vous êtes à un moment donné dans une logique gagnant vous et perdant vos collaborateurs, in fine, vous allez être dans une logique perdant-perdant. Ça, c'est un principe qu'il vous faut retenir impérativement. Alors que faire? Beaucoup d'entreprises ont compris ce phénomène et instaurent un management différent. Ce management remet l'humain au cœur de l'entreprise. Et même, il passe avant les clients. Cela peut vous surprendre, mais ce message est porté par des chefs d'entreprise. On est dans un changement de paradigme managérial majeur, c'est-à-dire dans une vision très différente du management.
C'est ce qu'a fait Vinay Nayar, le PDG de HCL Technologies. Il a publié un livre que je vous conseille sur ce nouveau paradigme de management, dont le titre est révélateur, les employés d'abord et les clients ensuite. Ça peut surprendre, mais quand ça vient d'une personne d'un tel niveau et quand on lit son livre, on comprend que finalement le choix de son paradigme est un bon choix. Parce qu'en fait, le capital le plus important d'une entreprise, c'est pas les machines. Les machines sans les hommes, elles ne marchent pas. Et qui c'est qui a créé les machines? Ce sont les hommes. Donc le capital le plus important, c'est bien l'être humain. Donc son entreprise, elle se porte très bien, les clients affluent chez lui, et les salariés, ils sont bien. Donc tout le monde est gagnant. Alors, je sais qu'il n'est pas de votre pouvoir de changer le paradigme de management dans les entreprises, les hôpitaux, les services publics. Cela appartient à la direction, voire plus haut, lorsqu'il s'agit d'un service public. Cependant, il faut que vous ayez de l'audace, du courage. Non pas de faire le travail à la place des autres, mais d'imaginer et de penser le travail autrement en mettant vos collaborateurs au cœur de l'entreprise. Car ils sont le capital le plus important et le plus précieux. Retenez cette phrase. C'est faisable. Je vais vous raconter ce que j'ai fait. En fait, lorsque j'étais responsable de commerciaux dans une région de France, j'ai mis en place un management que j'ai appelé un management humain. Parce que effectivement, il y avait de la pression, tout le monde s'agitait, il y avait une pression qui descendait directement de Paris. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre, ni pour le manager, ni pour ses collaborateurs. Et donc j'ai instauré un paradigme de management que j'ai appelé management humain. Et depuis, je me suis inspiré de ce paradigme pour transmettre des choses qui fonctionnent bien, qui en fait remettent les salariés au cœur de l'entreprise. Et donc, je suis même allé jusqu'à ce que mes collaborateurs m'évaluent tous les trimestres sur mon management, sur des critères bien précis. Et je peux vous dire que ce type de fonctionnement qui sort des sentiers battus est très efficace. Et j'ai demandé d'ailleurs à mes collaborateurs managers de faire la même chose, c'est-à-dire que au niveau de leurs équipes, ils demandaient à leurs équipes de les évaluer tous les trimestres. Et donc la finalité, c'est qu'on a eu des résultats excellents, au-delà de nos espérances, que les gens étaient bien dans le travail, qu'ils étaient motivés. Et donc c'est une explication un peu courte, mais de quelque chose que j'ai fait, que j'ai vécu, et donc je peux vous dire que ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'audace et de s'engager sur des chemins qui n'ont pas encore été ouverts. Vous ne pouvez pas ne pas agir face à une situation qui est dégradée comme celle-ci. Aussi, je vous propose de réfléchir sur ce principe universel. Dans la vie professionnelle et extra-professionnelle, il y a 3 cas qui se présentent. Regardez bien. Ce qui est directement contrôlable, ce qui est indirectement contrôlable et ce qui est incontrôlable. Vous ne trouverez rien d'autre que ces 3 cas-là. Donc ça, c'est à bien retenir et c'est là-dessus qu'on va que je vais développer les réponses. Lorsque vous avez posé ces bases, vous devez répondre à ces 3 remarques. Qu'est-ce qui est directement contrôlable? La réponse, elle est très simple, elle l'est tellement qu'on ne la trouve pas. C'est vous uniquement que vous pouvez directement changer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Face à toutes les situations, c'est vous qui pouvez décider et changer de donner telle ou telle réponse. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est ni l'environnement, ni les circonstances, ni la pression que vous avez qui décide. C'est toujours vous. Qu'est-ce qui est indirectement contrôlable? Ce sont vos collaborateurs, certains clients, patients, compréhensifs, ceux de vos chefs qui sont à l'écoute et qui ont le courage pour changer les choses. Les résultats que vous pouvez espérer ne seront pas immédiats. Il faut être patient, persuasif.
Parce que là, il s'agit de changer les autres. C'est pour ça que c'est indirectement contrôlable. Mais c'est possible. Ça arrive. Et lorsqu'on veut faire ce genre de choses, on y arrive. Dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui est incontrôlable? C'est par exemple des gens qui ne veulent pas changer, pas évoluer, pas progresser, et qui sont chronophages, tellement ils épuisent les managers. Dans ces cas-là, je vous le dis franchement, ne perdez pas de temps. Faites en sorte qu'ils ne vous donnent pas plus de travail que ceux qui se fournissent. Mais attention, soyez loyal, équitable et récompensez sur tout ce qui le mérite. Par conséquent, la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Alors, vous devez trouver les réponses à ces problématiques en étant bienveillant vis-à-vis de ceux qui travaillent et s'investissent. Vous ne devez pas mettre la pression sur ceux sur qui vous pouvez compter. Vous devez leur expliquer les raisons pour lesquelles il y a davantage de travail et leur dire que vous mettez tout en œuvre pour que cela s'améliore. Vous ne devez pas rentrer dans la polémique qui consiste à reconnaître que vous ne pouvez rien devant ceux qui sont en arrêt de travail régulièrement, car cela vous fragiliserait. Vous devez régulièrement informer votre hiérarchie sur les difficultés rencontrées. Vous devez apporter des propositions de solutions à votre hiérarchie, comme proposer des changements de poste, récompenser ceux qui s'investissent et s'engagent, faciliter leur RTT, leur congé, accorder une demi-journée ou une journée, faire ce que j'appelle du gagnant-gagnant. Concentrez votre énergie sur ceux qui le méritent. Enfin, je vous invite à appeler régulièrement ceux qui sont en arrêt de travail, et non pas pour leur demander quand reprennent-ils le travail, mais pour savoir comment ils vont. Faites-moi confiance, cette attitude est efficace, car ils ne s'y attendent pas. J'ai personnellement mis en place cette pratique lorsque j'étais dans mes fonctions de manager, et je peux vous affirmer qu'elle fonctionne bien souvent. Nous venons de voir quelque chose de fondamental. C'est le principe de réalité que je viens de vous développer. Le directement contrôlable, l'indirectement contrôlable et l'incontrôlable. Retenez-le, c'est vraiment un principe de réalité. Alors, les recrutements un peu tardifs qui correspondent à la deuxième question qui m'a été posée, que vous venez d'évoquer, entrent directement dans l'indirectement contrôlable. Ce n'est pas vous qui pouvez embaucher, mais vous pouvez faire remonter vos besoins ou ne pas les faire remonter. Et là, vous êtes dans le directement contrôlable. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. De faire remonter ou de ne pas faire remonter. Et c'est pas parce que vous n'avez pas des réponses immédiates qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer. Ça fait partie de vos devoirs. Vous avez donc le devoir de faire remonter régulièrement les problèmes que vous rencontrez en faisant des propositions. N'amenez pas que des problèmes. Donc, vous ne pouvez être uniquement un apporteur de problèmes. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, vous serez plus écouté. La demande d'effectifs doit venir après avoir optimisé au maximum les ressources parce que désormais, il faut être un manager agile, capable d'influencer le cours des choses et de fonctionner dans une culture de résultats. On n'est plus dans une culture de moyens. C'est terminé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un management humain. Il faut bien faire la différence des deux. Mais une culture de moyens, c'est dire j'ai toujours besoin de monde en plus. Une culture de résultats, c'est dire j'optimise mon effectif, mon organisation, et si je vois qu'il me manque du personnel, là je fais remonter le problème. Mais vous allez apporter des solutions, et c'est là que vous allez être crédible et que vous allez être écouté et que les choses changeront. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo PowerPoint. Bon, je pense avoir répondu à vos questions. Donc bien entendu, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais j'arrête là parce que ça serait beaucoup trop long. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres questions et je vous souhaite bon courage et bonne continuation.